Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Entrer dans la danse vous a permis de faire un grand pas vers la notoriété. Vous avez été l'une des Claudettes de Claude François avant, hélas, de faire quelques faux pas que vous racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Carole Plumel. Bonjour Jacques. Alors il se trouve que vous avez été une Claudette pendant 4 ans, on va en parler parce que Oui. c'est quand même quelque chose qui est dans la légende. Oui. Vous avez eu également une autre vie Oui. et vous publiez un livre qui est d'ailleurs inspiré par le titre d'une chanson de Claude François. Oui, on a modifié un peu. J'y pense Oui. et puis j'oublie. Oui. Et enfin j'oublie. Et enfin, j'oublie, chez Robert Laffont. Oui. On va l'évoquer, mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à Oui. travers des dates clés de votre vie. D'accord. Alors, j'ai lu le livre, bien sûr, Oui. et j'ai trouvé quelques dates clés, dont une qui ne vous correspond pas directement, mais qui est importante pour D'accord. vous, le 7 août 1942. Écoutez. Là-haut, là-haut, quand La bande originale du film L'Assassin au 8 et 21. Ouais. Et je crois que c'est important. Ma mère a joué dedans. Oui, elle a fait une silhouette. Oui, elle a fait une silhouette, absolument. C'est arrivé comment? C'est arrivé qu'en fait, Clouseau était très amoureux d'elle. Et Le donc, metteur en scène, oui. oui, et le metteur en scène, et il était très amoureux d'elle, et elle faisait pas mal de petits films. Elle a tourné avec Fernandel, elle a tourné plusieurs fois avec Fernandel, et puis elle avait une vie artistique, ma mère. Donc, photographiée par Harcourt, une petite célébrité, quoi, une petite... Il se trouve que L'Assassin au 8 et 21, c'est l'adaptation d'un roman de Stéphane Stéman. Oui, Et son fils d'ailleurs, non, c'est Stanislas Stéman, et son fils Stéphane, lui, a été un chansonnier imitateur célèbre en Belgique. Et il se trouve que dans ce film, il y a Suzy Delair, oui, Suzy Delair, oui. qui n'est pas à l'époque amoureux de Clouseau, parce que Clouseau est amoureux de votre Oui, mère, maman. mais plus tard, elle va Elle devenir va devenir sa femme. exactement Oui. dans le film Oui, Quai des oui. Orfèvres. Voilà. Mais elle a fait juste une silhouette, maman. Hein, Voilà. c'était- oui. Oui, parce qu'au départ, elle a été mannequin, je crois qu'elle a été une égérie de Carven. Exactement. Elle a été gérée de Carven, elle a fait beaucoup de défilés, elle a travaillé pour Hermès aussi, mais surtout égérie de Carven. Et en fait, elle a gagné un concours étant très très jeune. Et de là, ça s'est enchaîné. Carven, qui s'appelait en réalité Marie-Louise Carven-Grog, qui était une femme qui a été la première à créer le balconnet et la première à avoir présenté ses collections à l'étranger. D'accord. Et elle a créé le balconnet. Oui, Ah, ça, c'est voilà. intéressant. Et elle a aussi caché des juifs pendant la guerre et elle Ah a oui. été juste parmi les justes des nations en l'an 2000. D'accord. Donc elle n'était pas qu'une créatrice. Alors, il se trouve que votre mère, donc Fabienne, je crois, Oui. s'est mariée avec votre père, mais que ça s'est pas très bien passé. Non. Puis avant, il y a eu Georges Carpentier. Oui, alors Georges Carpentier, il faut savoir que c'était un champion de boxe. C'est le premier boxeur professionnel devenu Anglais. champion du monde. Oui. Voilà. De boxe anglaise. De boxe anglaise. Oui. C'est en 1920, il a affronté Battling Lewinsky à Jersey City et il a gagné. Ouais. Et donc, il a eu une histoire avec votre mère. Absolument, puis c'était un bel homme. Il avait aussi un bar où tout le Paris branchait allait. Et oui, il était plus âgé qu'elle, hein, mais ils sont tombés très amoureux l'un de l'autre. Et ils ont eu un enfant ensemble. Mais quand l'enfant a commencé à avoir 1 an et demi, 2 ans, il est parti. Donc il a laissé maman avec cet enfant. Et cet enfant était malade, déjà. Il avait une maladie dans les os. Et donc, elle a dû le mettre à la campagne, chez des amis. Il ne pouvait pas vivre dans une ville. Et vous n'avez jamais vu ce demi-frère. Non, elle n'a jamais voulu que je le voie. C'est extraordinaire. C'est dingue. Hein. Donc, on allait tous les week-ends à Dourdan, dans cette famille. On déjeunait, on était toujours bien reçus. Elle montait voir son fils. Et moi, non. Moi, je n'avais pas le droit, ou j'y allais pas. Ça vous a marqué, Carole Oui, Plumel? il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Mais, alors, en plus, votre père, effectivement, bon, il était alcoolique et Oui. joueur. Et joueurs. C'est terrible, les deux défauts en même temps. Ah ouais, oui. Et ça s'est mal passé avec votre mère? Oui, un jour, il arrivait avec une corvette. Le lendemain, on n'avait plus de quoi manger. Enfin, bon, c'était comme ça tout le temps, quoi. Il perdait tout. Il jouait le salaire de ses employés. Il jouait le salaire de ses employés. Oui, il avait une entreprise de travaux publics, je crois. Oui, exactement. Et surtout, il frappait ma mère, quoi. Il frappait ma mère. Et moi, j'ai vu ma mère enjamber le balcon. Elle allait sauter, quoi. Et vous avez... J'ai vu tout ça. Donc, il est parti, j'avais 2 ans. Même à 2 ans, on se souvient de ce genre de choses? Si vous voulez, comme il est revenu à la maison, il a défoncé la porte parce qu'il a voulu m'arracher de mon lit. J'avais 4 ans, mais je me souviens de plein de choses, en fait.
quand il frappait ma mère, il revenait souvent à la maison et je ne sais pas pourquoi elle l'ouvrait, mais parce qu'il voulait me voir. Donc elle acceptait qu'il me voie, mais à chaque fois, ça se terminait en catastrophe. Quoi. Mais pourquoi il voulait vous emporter? Il voulait vous Il embarquer? voulait m'embarquer, oui, puis il avait bu, quoi. Il Ouais. n'était pas... Et il est mort à 50 ans, je crois, Ah oui, avec d'un plus rien. cancer généralisé. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Plus rien. C'est Il fou. s'était marié avec une femme, il a eu 4 femmes en tout. Une femme qui avait beaucoup d'argent, qui s'appelait Amélia. Et en fait, parce qu'ils se sont... En fait, quand il est parti de chez ma mère, ils se sont revus quand même un peu après. Et tout l'argent que cette femme avait, il l'a dépensé avec... il prenait l'argent et il dépensait avec ma mère. C'est Il fou. l'emmenait à Deauville, à Trouville. C'est des choses qui vous marquent à vie, ça, Carole. Oui. Alors, il y a eu quand même de bons moments dans tout ça. Et l'un des moments est lié à l'un des premiers feuilletons de télévision en noir et blanc. Oui. Ah oui. Oh là là, je criais Vanoé, moi. C'est dingue. Ah, vous me donnez des frissons, là. Vanoé. Ouais. Eva Noël, qui passait le samedi soir sur la Ouais. seule chaîne qui existait. Et ça vous passionnait. Ça m'a marqué parce que quand j'étais pas bien, j'étais malheureuse, j'appelais Ivanoé. C'est drôle. La nuit, je disais Ivanoé. Mais c'est un feuilleton qui m'a marqué, ouais. Et celui qui incarnait Ivanoé était un débutant, Roger Oui. Moore, Oui, c'est dingue. qui a fait ensuite Le Saint, qui a Oui. fait ensuite Amicalement Vôtre, Oui. et qui a ensuite été James Bond. Ben oui. Et C'est le sein, extraordinaire. c'était drôle aussi. Le C'était Saint, bien. c'est vrai que c'était des moments où vous oubliez tous vos soucis. Oui. Ben, Ivanoé, c'était mon sauveur. Voilà. C'était Alors, mon sauveur. Quelqu'un qui n'a pas été votre sauveur non plus, parce que non seulement votre père était alcoolique, Oui. mais ensuite il y a eu un beau-père, Il n'était pas gentil avec moi, qui m'aimait pas. c'est-à-dire. Ben, il m'aimait pas, il aimait pas les enfants, il n'avait jamais eu d'enfants. Donc c'était donc le problème est arrivé que c'était elle ou moi. Donc du coup, ils ont décidé de me mettre en pension. C'est fou, parce que il venait, il emmenait votre mère au restaurant, il était très riche, je crois. Oui, il était très riche, oui. Il avait des exploitations de bois à Abidjan. On l'appelait Monsieur le Président là-bas. Et c'était... C'est un homme très puissant. Il y avait plusieurs voitures, je Oui, crois. plusieurs. À chaque fois, il allait chercher la dernière Porsche en Allemagne pour que personne l'ait en France. Et donc, il déjeunait tous les jours au Phuket avec ma mère. Et il a commencé à m'apprécier un peu plus tard, mais au début, il m'aimait pas. Donc, je sais pas, comme on n'avait plus d'argent, je sais pas si ma mère... en fait, il l'a rencontrée chez Hermès. Elle s'occupait du rayon foulard. Et je ne sais, elle a dû travailler parce qu'on n'avait plus d'argent. Lui, il était très Hermès, donc il allait chez Hermès tout le temps. Et il tombe sur ma mère et il tombe fou amoureux. Je ne sais pas si ma mère était... Parce qu'elle m'a jamais rien raconté. Je ne sais pas si elle est tombée amoureuse ou si elle a voulu nous sauver, en fait, quelque part. J'en sais rien. Mais toujours est-il, c'est qu'il ne m'aimait pas. Et quand mon beau-père venait déjeuner, elle mettait une belle table. Et ça m'agaçait. Et même mon petit chien Néron, il faisait exprès de venir de l'appeler pour que ça me fasse de la peine, etc. Il me frottait les oreilles jusqu'à ce qu'elles soient rouges dans l'ascenseur. Il était pas sympa. Et en fait, ils m'ont mis en pension et j'en ai beaucoup souffert. Oui, je crois qu'en plus, ça a duré 2 ans. Elle vous a retiré parce qu'un jour, on vous a retiré une couverture. Oui, une couverture chaude. On m'avait acheté parce qu'il faisait froid. Et les bonnes sœurs, j'étais des sœurs, elles m'ont retiré la couverture. Et là, ma mère a craqué, elle est venue me chercher. De toute façon, vous avez toujours, peut-être ça vient de là, voulu trouver votre liberté, Carole Plumet. Oui. Je pense que c'est après tout ce que j'ai vécu, je pense que j'avais plus confiance en l'être humain, quoi. Et au départ, votre mère voulait que vous deveniez avocate ou hôtesse de l'air. Oui. Pourquoi? Elle voulait que elle me dit hôtesse de l'air, tu vas voyager, ça va être sympa. Et puis, avant, c'était avocate, il fallait que je fasse des études, etc. Donc, j'ai eu mon bac juste, et boum, après, c'est arrivé notre ami. Claude François, on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette vie avec votre beau-père, il y a quand même eu des bons moments. Je crois qu'il vous emmenait à Évian, à l'Hôtel au Royal. Oui. Alors, en fait, au fur et à mesure du temps, il a commencé un peu à m'apprécier. Et donc, vers
vers la fin, c'est vrai que j'allais avec lui à l'hôtel Royal où il était reçu comme un prince, que il avait sa chambre, sa femme de chambre, il laissait la porte ouverte. Il y allait tous les ans comme il allait tous les jours au Fouquet's. Et donc, il m'avait acheté des ensembles de chez Bouquin à l'époque qui faisaient la panne de velours. C'était vraiment à la mode. Et au début, on y allait avec ma maman. Et puis après, il m'a invité tout seul. Et moi, j'avais un peu honte parce que comme j'étais très bien habillée, mon beau-père toujours extrêmement élégant, tout le monde pensait que j'étais avec ce monsieur, mais j'avais 18 ans, que j'avais 16 ans, 16-18 ans. Et tout le monde me regardait. Et il était adorable aussi avec ma fille, ce qui est curieux. Il l'emmenait déjeuner à la maison du caviar à 7 ans, quoi. Non, mais c'est extraordinaire. En même temps, l'hôtel Royal à Évian, on ne le sait pas assez, il a été qualifié de plus bel hôtel du monde pendant des il années. était magnifique. Et il s'appelle le Royal parce qu'il a été fait pour le roi Édouard VII d'Angleterre, qui est mort un an plus tard, qui n'a jamais vu la suite, de l'hôtel qui lui était réservé. Ouais. Mais il était magnifique. Il y avait des biches. Il y avait des biches dans le jardin. Il fallait s'habiller. Non, mais c'était très élégant. Et d'ailleurs, j'y suis retournée plusieurs années après. Les gens s'habillaient plus. Il y avait plus de liftiers. C'était pas la même chose, quoi. Voilà. Alors ça, c'est la première étape de votre vie. Et puis, il y a eu d'autres étapes plus heureuses. Et on va en évoquer une à partir d'une date, le 21 mars 1965. À tout de suite sur Sud Radio avec Carole Plumel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Carole Plumel, qui fut une Claudette de Claude François. Donc on continue à parler de votre livre, J'y pense et puis j'oublie enfin. Oui, enfin j'oublie. Voilà, enfin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous racontez dans ce livre, à la fois joyeuses et tristes. On a évoqué votre jeunesse qui n'était pas très joyeuse. Oui. Et puis il y a quelqu'un qui a compté dans votre vie à vos débuts. Et si je prends la date du 21 mars 1965, c'est le jour où elle a chanté devant plus d'1 milliard de téléspectateurs. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. France Gall remporte le Grand Prix de l'Eurovision. Ouais. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle passe à l'antenne. Ouais. Ça se passe pas très bien. Elle est persuadée qu'elle n'aura aucune chance. Ouais. Elle va boire un lait fraise au café du coin. Ouais. Et on vient la chercher en disant qu'elle a gagné. Oui, c'est extraordinaire. Et on la voit avec des larmes à l'antenne. Oui. En fait, c'est parce que quelqu'un l'a engueulé. Vous savez qui? Je sais qui, oui. C'est C'est pas sympa. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Claude François, je Je crois. sais pas, oui. C'est Claude, en fait, il a pas accepté, je sais pas, il a pas accepté qu'elle gagne. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a eu peur qu'elle soit plus élevée que lui. Alors Voilà, mais effectivement, elle vivait à l'époque avec lui, ce qu'on ne savait pas. Oui, mais j'étais très amoureux. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, comme d'habitude, c'est une chanson qui est née De France. de la rupture avec, avec France Gall. Oui, oui. Alors, votre amie, Elle a beaucoup compté pour lui, quand même. elle vous en parlait? Oui, elle m'en a parlé, oui. Alors justement, vous êtes devenu ami avec elle. C'est une de vos premières grandes amies. Et tout a commencé à Megève, je crois. Racontez-moi, Carole Plumel. Alors, avec maman, on partait tous les ans à Megève et on allait au Castel Champlat. Un petit hôtel sans prétention, mais tous les artistes venaient là-bas. Et il se trouve qu'elle était là-bas avec un ami à elle. Et à un moment donné, elle est venue me voir. Je ne sais pas pourquoi, elle est venue voir ma maman. Elle a dit, vous savez, on va dans une boîte de nuit, ce serait sympa si on emmenait votre fille. Vous aviez quel âge? J'avais 16 ans. Oui. Et maman réfléchit, j'ai dit, ah, maman. Et puis elle m'a laissé partir, elle m'a dit, bon, il faut la ramener à minuit. Et c'est comme ça qu'est née votre amitié avec France Gall. Exactement. On ne s'est plus quittés à partir de ce jour. C'est fou, hein? Ah oui, il y a une amitié qui s'est liée, on était deux, c'était une gamine, elle avait 20 ans, elle, et moi 16, on était deux, c'était vraiment une gamine. C'est-à-dire? Elle était tout le temps souriante, tout le temps rigolote, elle avait envie de se marier, elle avait envie de faire sa jeunesse, quoi, et toutes les deux, on était vraiment, on riait tout le temps. Oui, il se trouve que d'ailleurs, au départ, elle ne voulait pas chanter, c'est son père, Robert Gall, qui l'a forcé un peu. Qui l'a forcé. Oui. Et d'ailleurs, elle s'appelle Isabelle Gall. Oui. Et vous savez pourquoi elle a pris France Gall comme pseudo? Non. Parce qu'il y avait Isabelle Aubray dans la même maison de disques, il ne fallait pas deux Isabelle. Il ne fallait pas deux Isabelle, oui. Bah oui. Et donc vous l'avez connue au temps de sa splendeur, de sa première gloire. Complètement. J'ai connu toutes ses gloires. Hein. Et alors sa première gloire, elle était heureuse et malheureuse en même temps, je crois. Elle était malheureuse un petit peu après, dans la période Gainsbourg peut-être, où la chanson ne lui a déplu, mais au début, on partait tout le temps ensemble, parce qu'elle faisait beaucoup de télé en Allemagne, à Cologne. Et je partais souvent avec elle où elle chantait Poupée de cire, poupée de son. Voilà, qui était son grand succès. Ah bah oui.
Et c'est vrai que les sucettes, elle n'a pas compris l'allusion de Gainsbourg. C'est curieux parce que c'est une fille intelligente, hein, mais je pense que non, elle n'a pas compris. Elle en a été blessée, je Elle a crois. été très blessée. Ouais. Ouais, Elle a compris après, ouais. Ouais, Alors, en même temps, on ne savait pas que France Gall était rieuse, parce que finalement, telle qu'on la voit, elle riait pas beaucoup à l'antenne. Non, c'est vrai que, parce que peut-être que les derniers temps, on va dire, allez, les 20 dernières années, étaient pas faciles parce qu'elle a perdu sa fille, Oui. quand même. Et du jour où elle a perdu sa fille, elle est devenue une autre Babou, on l'appelait Babou. Oui. Elle est devenue quelqu'un d'autre, c'était plus la même. Et moi, je me souviens, la veille de la mort de sa fille, elle est allée prier au Sacré-Cœur pour l'âme de sa fille. Ah mon Dieu, la veille. La veille, oui. Et Michel Berger, vous avez vu Michel Berger entrer dans sa vie? Mais complètement. J'ai vu Michel et... Et puis, ce qui s'est passé, oui. Oui, oui, de toute façon, grâce à Michel, c'est devenu France Gall, oui. la star. La star. La star, elle est, ça a été superbe. Enfin, moi, j'allais au studio d'enregistrement. Il était sévère avec elle au début. Il fallait qu'elle travaille, etc. Et c'est vraiment, c'est devenu France Gall. Voilà. Mais vraiment, elle voulait ça. Et d'ailleurs, il ne voulait pas, lui, au départ. Non, mais il avait besoin. Ben lui, il était très chagriné par Véronique Sanson, oui, qu'il avait partie, quitté oui. du jour au lendemain. Oui. Et en fait, il avait besoin d'une muse. Et France avait cette petite voix un petit peu vibrato qu'elle a accentuée avec les conseils de Michel. Et puis il est tombé amoureux, hein, très amoureux d'elle. Hein. Moi, j'ai rarement connu quelqu'un d'aussi discret, d'aussi timide que Michel Berger. C'est fantastique, Michel. Fantastique. Moi, j'adorais. Toujours dans un fauteuil. Il n'était pas bien dans ce monde. C'est vrai? Oui, il n'était pas heureux dans le monde déjà de l'époque. Il n'était pas heureux. Pourquoi? Il estimait que le monde était dur, était violent, à l'époque déjà. C'est peut-être pour ça qu'il a écrit Starmania? Oui, exactement. D'ailleurs, c'est très avant-gardiste, hein, Oui. Starmania. Très avant-gardiste. Et c'est vrai que Michel et France ont toujours été près de vous. Oui, toujours. Carole Pivel. Toujours. J'étais toujours avec eux. Ils sont même venus dîner chez moi. Vraiment d'une simplicité, tous les deux. C'était... Ah oui, j'étais tout le temps avec eux. Et c'est vrai que ce destin de Michel Berger est tragique. C'est-à-dire que... C'est affreux. C'est affreux. Et là, c'est une période où moi, j'allais beaucoup en Argentine. Je voyageais beaucoup. Et cette période où Michel est parti, j'étais pas là. Mais j'ai appris ça, bon, et ça a été catastrophique. Et voilà, quoi. France a été encore, quelques années après la mort de sa fille, Michel. C'est terrible. Alors, la musique, vous l'avez découverte, je crois, très jeune, en commençant à danser dans les boîtes parisiennes. Oui, l'après-midi. L'après-midi. Oui, j'allais danser sur la musique Motown. Ouais. Le Balajo, notamment, était Oui. ouvert aux adolescents l'après-midi. Oui, c'était hyper sympa. Et moi, j'y allais toute seule. Hein. J'allais danser. J'aimais bien. Vous aimiez danser depuis toujours? Oui, toujours. Vous n'avez jamais pris de cours de danse? Classique. Classique. J'avais pris un petit peu de classique, donc j'avais des bases, mais c'est pas du tout, mais j'adorais. Et j'allais l'après-midi danser, parce que moi, j'avais pas le droit de sortir. D'abord, j'ai commencé à avoir le droit de sortir, mais il fallait que je rentre à minuit. Oui. Parce qu'à l'époque, c'était pas jusqu'à l'âge de ma majorité. Oui, parce que... Et le Balajo, c'est un lieu extraordinaire, parce que le Balajo, au départ, c'est Jo France qui l'a créé. Oui. Et il avait un petit cabaret, le Bastoche. Oui. Et puis, il y a un meurtre dans le Balajo, donc les propriétaires s'en séparent. Ouais. Il l'achète. Ouais. Il achète juste à côté un magasin de meubles. Oui. Et il a créé le Balajo, qui a Oui, été qui est entré dans la légende. Oui. Et il y avait un autre endroit aussi, mais j'ai pas réussi à me souvenir. Un petit endroit au sous-sol où on allait aussi danser sur la musique, que de la musique Motown. Voilà. Et il y avait aussi, c'est l'époque de Saint-Germain-des-Prés. Oui. Les gens disaient, comment ça se passait la nuit à Paris à cette époque-là? Ah, la nuit à Paris, c'était à quelle époque? Il y avait le Paradis Latin. Il y avait il y avait Castel. Il y avait Castel, il y avait l'Alcazar. Il y avait le Casar, le Paradis Latin. On allait tous boire un verre en haut et ça faisait partie du début de soirée, ça. Voilà. Donc l'apéritif au Paradis Latin. Après, on a dîné, on est chez Castel, chez Régine, à l'Élysée Mat, l'Élysée Matignon. Il y avait le bus Palladium, évidemment. Et on terminait au Cœur Samba. À 7h du matin. Oui. On ne peut plus imaginer ça. Aujourd'hui, Non, aujourd'hui, il n'y a pas. Il n'y a plus.
Mais c'était une fête en plus sympathique. Mais c'était génial. Et c'était un circuit comme ça. Et on se retrouve. Alors, si certains partaient avant, mais on se retrouvait tous, de toute façon, à un moment donné, dans un endroit, quoi. Et le bus Palladium, c'était la fête. Castel, c'était hyper sympa. Régine, elle faisait des pâtes à 6 h du matin aux habitués. Oui, il y avait aussi François Patrice qui faisait aussi des spaghettis à 5 h du matin, avec des parties de pétanque. Oui. Et il y avait le privé aussi, Le privé. où on croisait régulièrement Aristote Onassis, qui venait régulièrement. Oui. Et l'Élysée Matignon, vous avez connu Gainsbourg. Absolument, il était toujours avec son Blue Lagoon en haut. Ouais. Mais Et Dany était là. Ouais. Et c'était des gens, il y avait une joie de vivre qui existait. Ah, il y avait vraiment une joie de vivre. Cette période était vraiment... il y avait vraiment une joie de vivre. En bas, ça se passait bien. Vous pouviez aller seul. Moi, je connaissais tout le monde. Donc, une femme seule, c'était pas dérangeant. Et oui, c'était la période du disco. C'était gai, c'était coloré. Oui, on s'éclatait tous, quoi. Il n'y avait pas de... C'était beaucoup moins dur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Il y avait aussi l'anniversaire de Johnny au Martins régulièrement. Au Martins, j'ai oublié le Martins. Effectivement, il est passé ses anniversaires là-bas. Ouais. Voilà. Et Sam Bernett lui avait fait un cadeau pour son anniversaire. Sam Bernett, oui. Il lui avait fait venir une boutique de frites à Bruxelles qu'il adorait. Il avait fait venir la boutique et la baraque dans le jardin des Martins. Ah, c'est génial. Ça, j'y étais pas. Hein. Non, mais par contre, Sam Bernett, il avait le bus. Le bus Palladium aussi. Ah non, mais c'était une période de la nuit. Et des nuits, vous en avez connu d'autres. Et on va les évoquer à travers une autre date, le 2 juillet 1974. A tout de suite sur Sud Radio avec Carole Plumel. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Carole Plumel, qui a publié un livre, J'y pense et puis j'oublie enfin, chez Robert Laffont, pour des raisons qu'on va expliquer tout à l'heure. Alors effectivement, J'y pense et puis j'oublie. On pense à Claude François. C'est une chanson de Claude. Ouais. Bien sûr. Et surtout, la date du 2 juillet 1974. Ce sont vos débuts à Dijon avec Claude François. Oui, parce qu'en fait, il a fallu que j'apprenne tout le répertoire de Claude en 2 mois. Parce qu'en fait, quand il m'a embauché, c'était après les élections de Giscard, puisque c'est là où je l'ai rencontré. Il y avait une émission de variété où il y avait tous les chanteurs. Et c'est dans les coulisses de cette émission que j'ai rencontré Claude. Et comment ça s'est passé ? Ça s'est passé qu'en fait, la loge de Claude était en face de celle de France. Et donc, moi, j'étais avec elle, comme j'allais partout avec elle. Et à un moment donné, il arrive avec ses danseuses, il était en colère après une blonde, et il me regarde, et moi, j'avais une petite robe à smoke que j'étais... Vous savez, à l'époque, on s'habillait, ma mère, elle m'habillait très petite fille. Ouais. Hein. Et il me dit, tu sais danser ? J'ai dit, bah oui, j'ai fait du classique. Bon, ben rendez-vous lundi, on va faire un essai. Comme ça ? Comme ça. Il est instinctif ? Instinctivement, voilà, je sais pas, j'ai dit tout de suite. Mais vous étiez surprise, je suppose ? Oui, un petit peu. Alors, et France était tous contente pour moi, quoi. Oui, alors justement, Claude François, à l'époque, il y avait une seule chanson que vous connaissiez vraiment. Si t'as besoin de quoi que ce soit, c'est vrai. Si je peux faire quelque chose pour toi, j'adorais cette chanson. Vite écris-moi. Bravo. Ah, bravo. Cette chanson, c'est une des premières que vous avez écoutées. Ah, c'est une que je trouvais gaie, sympa. Ouais. Oui, il l'a créée à l'Olympia en 64. Ouais. Et d'ailleurs, quand on écoute l'enregistrement de Claude François en 64 à l'Olympia, on se rend compte de la folie déjà qui existe autour de lui. Oui. Alors, vous vous retrouvez donc à apprendre les pas. En 2 mois, il fallait que j'apprenne toute la chorégraphie. Et attention, parce que en fait, j'apprenais la chorégraphie dans un rythme normal. Oui. Mais je suis partie directement en tournée. Et sur scène, c'était 4 fois plus rapide. Donc, il a fallu que je suive. Hein. Alors, c'était quoi la chorégraphie de Claude à cette époque-là ? Il y avait Cherche, il y avait tout. Il y avait, Alexandrie Alexandra, c'est venu plus tard. Ouais. Mais le premier titre, déjà, c'était Cherche une fille, un garçon, oui, cherche. C'était à 3000 à l'heure. Ça commençait avec ça. Et donc, il y a une Claudette qui vous a formé. Oui, c'était Pat qui m'a formé, qui était adorable. Il y avait Pat à l'époque, parce qu'en fait, j'en ai connu... J'ai connu celles qui sont parties et puis celles qui sont arrivées. Oui, car il y a eu J'étais entre deux, en fait. En fait, les Claudettes, au départ, Red Charles avait ses rainettes. Et ce sont 3 journalistes de Salut les copains, je ne sais pas si vous le savez, André Abureau, Régis Pagné et Éric Vincent, qui ont trouvé le nom des Claudettes. Ah oui. Et qui l'ont proposé à Claude François. À Claude, d'accord. Voilà. Mais il regardait beaucoup de cassettes de Motown. Il était déjà inspiré par... Il voulait faire quelque chose. Il voulait faire quelque chose en plus.
Alors, j'en reviens au 2 juillet 74. Vous partez à bord d'un bus où il y a Oui. écrit podium et Oui. disque flèche. Oui, violet, rouge et jaune, oui. Allez, il y avait une bonne ambiance dans le bus. Hein. Et alors, le voyage, on vous reconnaissait? Oui, mais surtout qu'on n'avait pas le droit. Avec Claude, il nous interdisait d'aller boire un verre avant le spectacle pour pas casser la magie. Il fallait voir les Claudettes en paillettes et sur scène, quoi. Voilà. Pas Donc- démaquillées et habillées de vêtements de tous les jours, quoi. Oui, mais pendant le voyage, je crois qu'il y avait des stations-service où... Oh là là, qu'est-ce qu'on a fait des bêtises. C'est-à-dire... Oh ben, un jour, on est descendu et le pompiste dormait. Oui. Il dormait, en fait. Il dormait. Et Félix, qui était un joyeux luron, il est allé dans le placard, il a enfilé c'était jaune et rouge. Oui, je crois un que c'était costume. Total, Oui, je oui. crois, à l'époque. Et il a mis, et puis il a retiré une boîte de Tampax. Il s'est mis des Tampax sur les oreilles, en guise de bout d'oreille. Et une voiture arrive. Et il est parti, comme ça. Vous voulez de l'essence? Et le garçon s'est réveillé, il était mort de rire. Mais alors, on a un peu dévalisé la station-service. Oui. Moi, j'avais pris une petite peluche et le pompiste m'avait dit, allez, gardez-la. Donc, je l'avais pas volée, mais je suis pas partie avec. Je la regardais, je disais, oh, elle est mignonne, elle est mignonne. C'était un porte-pyjama, j'étais encore très gamine, moi. Et il m'a dit de la prendre, etc. Mais Claude n'était pas content. Alors, justement, vous avez mesuré dès le premier jour l'impact des Claudettes et Claude François que vous ne connaissiez pas, Carole Plumel. Oui, je l'ai mesuré sans le mesurer vraiment. Je comprenais pas qu'il y avait. Pour moi, c'était. Et c'était au fur et à mesure des années, c'était de pire en pire parce qu'après, les filles hurlaient. Il y avait des personnes qui tombaient dans les pommes, des larmes. Oui. Comment expliquer ça, justement? Comment l'expliquer? Est-ce qu'on l'explique encore aujourd'hui? Oui. C'est un sphinx, cet homme. Il a apporté du bonheur. Et d'ailleurs, quand on parle avec les fans, elles me disent toutes, on était mal et quand on écoutait Claude, on devenait heureuse. Et beaucoup de fans avaient des problèmes, chez leurs parents, enfin des filles qui n'étaient pas heureuses. Et elles trouvaient le bonheur avec Claude. Alors, justement, il y a eu plein de chansons de Claude François qui sont restées dans les mémoires, comme celle-ci. Ça s'en va et ça revient. Se fait de tout petit. J'ai l'impression que c'était hier. Ça chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. La chorégraphie est dans Ah ouais, toutes les c'était mémoires. sympa celle-là. Ouais. C'était facile celle-là. C'était facile. Mais en Ouais. même temps, aujourd'hui, vous allez dans les discothèques ou pendant les vacances, dans les casinos Mais oui. où on danse. Mais vous avez Mais- vu l'énergie que ça donne aux gens? Mais les gens, mais toutes les générations, Se lèvent. ils se lèvent et dansent Oui, sur mais les oui, chansons parce que- populaires. Il y a une magie dans ces chansons. C'est gai, Oui, c'est joyeux. Et c'est vrai qu'on a tout de suite envie de. On a envie de. Alors danser. les gens qui connaissent pas bien les chorégraphies, ils essayent, mais ils font tous ça. voilà. Et ça, ces gestes, Claude les avait trouvés. C'était une répétition. Comment ça se passait? Alors en fait, il y avait plusieurs chorégraphes qui nous faisaient donc les chorégraphies, mais lui, il donnait sa touche dans les refrains. Donc tout ce que les gens gardent, c'est ce qu'a trouvé Claude. Par exemple, le ça de Alexandrie Alexandra, c'est Claude. C'est fou. Mais il y avait même des répétitions. Tous les soirs, il changeait quelque chose pendant la tournée. Il a changé un jour, 2 minutes avant l'antenne, au studio 108 Oui. Guy Lux. Et évidemment, je me suis dit, moi, qui mettais des heures à apprendre la chorégraphie, j'ai dit, oh là là, je vais me tromper. Et d'ailleurs, Guy Lux m'a fait une réflexion, enfin bref. Et 2 minutes avant l'antenne, quand même. Et donc, il avait changé 3-4 pas, mais il fallait les réenchaîner et pas se tromper. Mais il avait un don pour ça. Ah oui. Il avait des idées comme ça fusait dans tous les sens. Alors, il se trouve que le premier soir, ça se passe pas bien parce que je crois que vous avez raté la première entrée. Oui, j'ai raté la première entrée et sur scène. J'ai Pourquoi? raté. Je sais pas, je me souviens plus ce qu'il y avait. Je crois que j'ai trébuché sur les marches Ouais. parce qu'à l'époque, on avait des loges qui étaient quand même assez loin des chapiteaux. Et quand il pleuvait, il fallait traverser tout Ouais. ça. Et j'ai glissé sur un petit trottoir en bois et je suis rentrée trop tard. Oui. Et m'est arrivé aussi de me faire virer sur la première télé. Ah bon? Oui, parce que Guy Lux m'avait mis la main là où il fallait pas. Oui. Et j'ai dit à Claude, voilà. Et Guy Lux a été dire, mais ta danseuse là, elle danse très mal. Et Claude m'a viré. Ben, j'ai pas fait ma première télé, j'étais malheureuse comme les pierres. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu toutes les filles qui dansaient, et moi j'y étais pas.
Mais il m'a repris tout de suite après. Il s'est excusé, en même temps, il virait, mais il reprenait le lendemain. Oui, ben oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, moi. Ah bon? Oui. Mais alors, il était très dur dans ses répétitions, Claude. Ben oui, il était dur, mais c'est normal. Comme tout, on va dire, entre guillemets, chef d'entreprise. Il fallait que ça soit parfait. Et c'était parfait. Oui. Et s'il n'avait pas été dur, ça n'aurait pas été parfait. Donc Oui. il avait ce côté, il fallait travailler. Mais quelquefois, sur scène, et peu de gens le remarquaient, il chantait de dos, pour une Oui. raison bien précise. Parce qu'il était en colère. Et alors? Parce il avait de l'oreille. Oui. Et s'il entendait une note qui allait pas, il se tournait vers les musiciens. Et il les regardait avec des yeux qui fusillaient. Et bon, ça durait pas longtemps, hein. Ça durait un titre où il chantait de dos. Oui. En même temps, moi, je sais que certaines fois, au lieu de chanter, il insultait ses musiciens, mais il avait tellement de bruit que personne ne le remarquait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est aussi, il y avait vraiment une façon de rentrer en scène. Il rentrait en scène et il présentait tout de suite les Claudettes. Ah oui, Il y avait un rituel. au début, mais après, après c'est les Claudettes une par une qui rentraient sur scène. Oui. Donc il y avait l'intro, ta, Carole, ta, Katie, ta, Dany, voilà. Et on rentrait une par une. Et vous étiez tout à fait solidaires les unes des autres. Ah oui, complètement. On était 2 par 2 dans les chambres, il y avait des petits clans qui se formaient, mais on s'entendait toutes bien. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous parveniez à vous changer entre deux chansons. Ah bah oui, non, il fallait aller vite. Hein. Mais vous savez que on se déshabillait pratiquement en courant. En fait, on commençait à enlever. On savait qu'il y avait la police qui était là. Oui. Mais bon, on retirait nos hauts, on se déshabillait en courant vers les loges. On était presque nus en arrivant aux loges, quoi. Mais il y avait une chanson lente. On avait 3 minutes. Oui. 3 minutes. Alors, il se trouve que quelquefois, il y a eu des problèmes parce que à la fin du spectacle, il jetait son peignoir ou sa chemise dans la salle. Oui, toujours. Il jetait il y avait d'abord sa chemise, Oui. il l'arrachait, il la lançait, donc les filles se l'arrachaient. Ensuite, il y avait un peignoir blanc qui arrivait, avec la rayure en vinyle rouge et noir. Pareil, il dansait, il transpirait dans le peignoir, il le jetait. Ensuite, il y avait un autre peignoir noir qui arrivait, pareil, similaire, il le jetait aussi. C'est fou, hein? Ouais. Alors, il y a une chanson, effectivement, à cette époque, qui a marqué le public et qui marque toujours le public, c'est celle-ci. On a plaisir à écouter. On a plaisir à écouter. Vous avez vécu la naissance de cette chanson? Mais bien sûr. Comment ça s'est passé? Ben oui. Ben, ça a été la grande période, là. Alexandrie, Alexandra, des Magnolia, ça a été vraiment la belle période de Claude. Et les chorégraphies étaient aussi très complexes. Oui. Et en fait, comme m'expliquait une ancienne Claudette qui s'appelle Katie, chez qui je suis là en ce moment, il y avait la période Motown avant. La période Motown qui était un petit peu différente. Moi, je suis arrivée à la période disco. Oui. Donc, c'était différent. Mais en même temps, c'était une folie avec les fans. Une folie, mais oui. Et la folie de Claude aussi, c'est qu'il supervisait tout. Et il y avait ces fameuses notes de service qu'il dictait sur une machine et que sa secrétaire tapait. Oui, mais quelquefois, vous savez, avec la colère, on peut dire des choses et puis elle retapait exactement la même chose sans modifier, sans arrondir. Et là, vous preniez la note de service. Oui, mais moi, ça me... J'ai jamais trouvé Claude méchant ni désagréable. Non, en plus... Comment on peut chanter pendant 2 heures? Il se donne à fond. Il n'arrête pas une seconde. C'est normal qu'en sortant de scène, il est une montée d'adrénaline. Je veux dire, on redescend pas comme ça. Alors, moi, il y a une chose aussi sur laquelle on voudrait faire le point, parce que j'en ai assez, moi, d'entendre les jeunes d'aujourd'hui dire des horreurs sur Claude et les jeunes filles. Oui, d'où ça vient? Mais quelle est la vérité? À cause de la fille qui s'est déclarée sa fille. Là. Oui. Voilà. Donc, écoutez, moi, je suis restée 4 ans, 3/4, presque 5 ans avec Claude. Je l'ai toujours vu avec ses fiancées. Il y avait Sophia, qui était magnifique. Il y avait Kathleen. Et juste avant Sophia, il y en avait une autre, je ne l'ai pas bien connue. Mais enfin, en ce qui me concerne, moi, j'ai jamais vu de jeune fille rentrer dans les loges ni quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Et en plus, on restait longtemps, puisque souvent, pendant les tournées, on dînait avec Claude après, donc il n'y avait pas de jeune fille.
Maintenant, il y a un enfant qui est né d'une relation, mais je pense qu'ils étaient amoureux. Bien sûr. Ils étaient amoureux. Et c'est bien que vous le disiez, parce que moi, j'en ai assez d'entendre des jeunes d'aujourd'hui Ouais, dire non. des horreurs sur Claude qui ne Non, mais méritent c'est pas sympa. Et puis, comme on a parlé beaucoup de Claude, il cherche des choses qui n'existent pas. Et il y a ça qui vient. Je trouve ça pas bien, quoi. On est d'accord. Alors ça, c'est le Claude François, mais il y a aussi votre vie, et on va l'évoquer à travers la date de sortie de ce livre, le 26 septembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Carole Plumel. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Carole Plumel. On a évoqué votre enfance, le temps où vous étiez Claudette, et toute cette époque-là, et puis le reste, vous le racontez dans un livre dont le titre est inspiré par une chanson de Claude François. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis enfin j'oublie. Et enfin, j'oublie, Le ouais. titre de ce livre, parce que vous racontez ce que vous avez vécu après Claude François. C'est vrai que ça n'a pas été simple. Non. Et vous avez essayé de le raconter. Pourquoi d'abord avoir fait ce livre? En fait, ça fait 10 ans que j'écris ce livre. Ça fait 10 ans que je noircis des brouillons, des cahiers, etc. Et je m'arrêtais parce que je pleurais ou parce que c'était trop dur et que ça me remettait dans un blues pendant plusieurs jours. J'étais pas bien de revivre tout ça. Le décès de ma mère m'a beaucoup marqué. Il y a plein de choses qui m'ont beaucoup marqué. Et tout le monde, tous les gens qui me connaissaient bien me disent, Carole, il faut que tu finisses. Il faut que tu écrives ce livre. Et en fait, j'ai arrêté. Et c'est ma fille qui m'a boosté à la fin, qui m'a dit, maman, faut le terminer, faut que tu le fasses. Oui, parce qu'on apprend votre destin en dehors des Claudettes. Oui. D'abord, sur la couverture, on vous voit au moulin, je crois, de Danemois, avec Claude et un enfant. Non, c'est pas au moulin. C'est pas au moulin. C'est sur le toit du Carlton ou du Martinez à Cannes, Oui, avec ses 2 enfants à lui. voilà. Qu'il ne montrait pas à l'époque. Non. Et c'était voulu, c'était... En fait, c'est une photo qui a été prise, qui est vraiment belle, qui est simple. Et on était en mode détente, si je puis me dire, et les enfants étaient là, quoi. Marc et Claude Junior qui Oui. ont repris le flambeau aujourd'hui. Bien sûr. Alors, vous évoquez votre vie, et dans votre vie, il y a eu beaucoup d'opportunités ratées, notamment celle avec Jean-Marie Perrier, Carole Plumel. Oui, Jean-Marie Perrier, oui. Oui, Jean-Marie Perrier, c'est un bon souvenir. Oui, on devait partir ensemble aux États-Unis. Et ça, j'ai pas voulu, c'est dommage. Pourquoi? Je sais pas. Voilà. Allez savoir. Toujours la peur, cette peur de... J'ai toujours eu peur du bonheur, en fait. C'est-à-dire? J'ai toujours eu peur de... J'ai toujours eu l'impression que j'arriverais jamais à être heureuse, et à chaque fois, mes relations avec les hommes, qui sont très souvent restées platoniques, parce que j'avais peur de me sentir piégée, d'être amoureuse et de souffrir. En fait, la souffrance, je l'avais déjà un peu vécue, j'avais pas envie de la revivre. Alors, Et j'ai eu ce problème toute ma vie. oui, alors il y a quelqu'un qui était tombé très amoureux de vous pendant une tournée de Claude François. Feelings. Ah oui. Maurice Albert. Feelings like I've never lost you. Maurice Albert, Feeling, un succès mondial. Oui. Vous savez comment est né ce succès? Au départ, c'est une chanson écrite pour un sitcom brésilien qui s'appelle Corrida do Ouro. Oui, Et la chanson est reprise aux États-Unis, fait un triomphe grâce à Elvis Presley. oui. Alors ensuite, il y a, je crois, Loulou Gasté qui s'est dit... Oui, oui, moi, ils m'ont appelé, hein, Oui, parce et que c'était problématique. hein. voilà, parce qu'il avait écrit Pour toi. Oui, oui. Il a gagné, je crois, beaucoup d'argent, mais je crois que Maurice Albert n'a jamais payé. Oui, mais elle m'a appelé. Lynn Renaud, oui. Elle m'a appelé chez Oui. moi. Et elle m'a dit, il faut que tu parles avec Maurice parce que c'est notre chanson. Et Ah oui. finalement, il n'a jamais payé ce qu'il J'en devait. sais rien. Je sais Si, pas si, ce qu'il si. est devenu. Et Jamais payé. Il vit en Italie Ah, aujourd'hui. il est vivant et il vit en Italie. Exactement. Parce qu'il vivait au Brésil. Oui, mais il est parti en Italie, Ah oui. en famille. Il voulait m'épouser, là, Alors tout de suite. racontez-moi justement comment ça s'est passé. Ah ben, ça s'est passé quand, en fait, on était toujours chez Guy Lux. Oui. Non, c'était Drucker, je crois. En tout cas, j'étais C'était dans les la- rendez-vous du dimanche de Drucker. Voilà, voilà. Et on était dans les loges et j'avais une petite alliance et c'était l'alliance, en fait, France et moi, France m'avait offert une petite alliance parce que c'était sceller notre amitié. Et donc, il me dit, vous êtes mariés? Je dis non. Et là, il commence à me dire, moi, je me marierais bien avec vous. Déjà, au début, on était en répétition. On était les 5 Claudettes en randonnion et lui, il chantait Feeling. Et il regardait dans notre direction. Et on était là.
on se tapait les coudes, c'est pour toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et en fait, c'était moi. Donc, il m'a pu lâcher à partir de la salle de maquillage. Oui. Et puis après, il y avait un groupe qui chantait I'm not in love, Tennessee. Oui. Et tout le monde chantait ça. Enfin, c'était, ça y est, c'était tout le monde parlait de ça partout, quoi. C'était le truc de la soirée. Ça y est, c'était dans les chaumières. Et en fait, ce qui était triste, c'est que lui, il repartait au Brésil le lendemain, et nous, on partait en tournée. Et donc, il n'arrivait pas à me quitter. Donc, c'était vraiment le sujet du soir, quoi. Et je crois qu'il vous a retrouvé et qu'il a téléphoné à la gardienne de votre immeuble. Oui, absolument, parce que je venais d'emménager, j'avais pas encore ma ligne téléphonique, et il téléphonait à 4h du matin, et elle me disait, elle montait, elle frappait, c'est Maurice Albert, c'est Maurice Albert. Et il m'envoyait des télégrammes avec des fleurs, etc. Et c'était incroyable. Il appelait ma gardienne, et elle allait me chercher. Et finalement, vous ne l'avez pas épousé. Non. Il est venu me chercher à Cannes, hein, Oui. vous savez, il est venu me chercher à Cannes. Il est venu. Oui. Il est venu me chercher à Cannes. Alors, tous les musiciens attendaient. Et Claude, il disait feeling. Il était furieux. Parce qu'il était numéro 1, Maurice Oui. Albert. Et en fait, il est venu me chercher à Cannes. Et il m'a dit, on repart ensemble Oui. au Brésil. J'ai dit, non. Je suis avec Claude, je termine la tournée. Et moi qui ai besoin de ma liberté, pas question que j'aille au Brésil avec un homme comme ça. Et en plus, il a appelé sa mère en disant, je reviens avec elle. Et il m'a donné sa mère au téléphone. J'ai dit non. Et Claude était furieux. Et quand on a fait le spectacle au Théâtre de Verdure à Nice, il s'est retourné vers moi, il m'a fait « Feeling !» Il était furieux. Et puis, il y a eu Christophe dans votre vie. Oui, Christophe, ça a été un grand amour à moi. C'est un personnage étonnant qui ne vivait que la nuit. Ouais. Moi, j'adorais. Mais bon, c'est difficile. Ça m'embête parce qu'il était marié, en fait. Oui. Mais on est restés quand même 2 ans ensemble. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose entre lui et moi, inexplicable. Oui, mais en même temps, c'était quelqu'un dans un autre monde. Il n'avait jamais d'argent sur lui. Jamais, parce que il est venu un jour, il me dit j'arrive. Ouais, d'accord. Il était en Belgique, hein. Donc j'arrive, ça voulait dire je ne savais pas. Il est arrivé au petit matin et le lendemain, il avait sa Rolls en bas. Parce qu'il adorait les voitures. Il avait une Cadillac rose, il avait une Rolls. Il me dit t'as pas 50 balles pour mettre de l'essence dans ma voiture. Il avait jamais d'argent sur lui. En revanche, il avait chez lui un petit tiroir et dès que quelqu'un avait besoin d'argent, il l'ouvrait, il y avait des billets de banque. Ah ouais. Il donnait beaucoup. Ah mais oui, mais c'était un être extraordinaire. Un musicien d'un autre monde. Oui, puis il était humble, d'une humilité, il était, je veux dire, je ne prenais pas pour une star, hein, et c'était une star. Alors des stars, vous en avez croisé aussi, Carole Plumel à Saint-Tropez, car vous avez croisé Nicholson, vous avez connu les soirées Barclay. Oui. Vous étiez là-bas pour... Déjà, j'ai commencé à la Saint-Tropez toute jeune avec ma mère, qui louait des maisons, et tous les ans, j'allais à Saint-Tropez avec maman. Et après, j'y suis allée avec ma fille. Et puis, avant ma fille, j'y suis allée toute seule. Voilà. Et là, oui, j'ai rencontré Nicholson, oui. Et il y avait les soirées Barclay, les soirées blanches. Et j'allais aux soirées blanches, oui, c'était incroyable, oui. C'est-à-dire, il y avait Toutes les soirées, j'y allais, quoi. C'était autre chose. On peut pas imaginer ça aujourd'hui. Toutes les stars étaient là, les grands cuisiniers. Oui, et tout le monde se tutoyait. Comme j'avais un soir dîner avec Steve McQueen et sa femme, Oui. chez Castel, vous imaginez? Mais on peut pas J'avais imaginer dîné ça. avec Bianca Jagger aussi. Et il y avait aussi Tony Muret, un milliardaire. Tony Muret, alors c'était lui qui avait au début, bon là il y a des yachts énormes Oui. aujourd'hui, mais lui c'était le seul qui avait un hélicoptère sur son yacht. Donc Tony Muret était très connu, et je connaissais bien sa femme, la femme de Tony Muret. Et puis les problèmes ont commencé parce que vous avez un jour connu Eduardo, le Oui. père de votre fille, Oui. et qui était un dealer. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé d'Argentine, c'était pas un dealer. Et malheureusement, il a rencontré les mauvaises personnes. Ça peut arriver. Et donc, si vous voulez, en fait, il y a eu un très gros quiproquo à la police parce qu'ils se sont trompés d'Eduardo. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, on s'est fait arrêter, mais c'était pas l'Eduardo qui cherchait. C'était pas lui. C'était pas le bon. Alors, du coup, effectivement, on a eu... Alors, si on explique l'histoire, effectivement, il a commencé à diloter, on va dire. Diloter. Bon, malheureusement, voilà, la police nous a suivis pendant 6 mois, pensant que nous étions les gros dealers. le gros Oui. Eduardo, le gros poisson, ce qui n'était pas l'Eduardo qui cherchait. Mais bon, on est venu me chercher avec les menottes quand même. Chez vous.
chez moi, parce que j'étais la concubine d'Eduardo, donc automatiquement au courant de tout. Et vous étiez au courant de rien du tout? Non, parce qu'il faisait ses affaires dans un autre appartement. Voilà. Et en même temps, vous êtes retrouvé en interrogatoire et en prison. Ah bah oui. À Fleury-Mérogis. Ouais. Ils nous ont gardé le maximum à Fleury, au Quai des Orfèvres, c'est au 36 Quai des Orfèvres à l'époque. C'est aussi un monument, cet endroit. Ils nous ont gardé 5 jours, c'est-à-dire il faut vraiment demander au procureur, c'est le maximum. Et moi, j'ai dormi au Quai des Orfèvres avec les sœurs, je me souviens, et c'est le maximum. Et après, comme on rentrait dans la période des vacances, ben, ils m'ont envoyé directement à Fleury-Mérogis. Et moi, je venais de perdre ma mère. C'était dans les années 82. Ma mère est décédée en février et j'ai été incarcérée en juillet. Une année épouvantable. Mais en plus, vous n'étiez pour rien. Non, j'étais pour rien. J'étais toxicomane. Oui. Parce que quand ma mère est décédée, je suis tombée dedans. Mais en même temps, c'est pas une raison pour vous envoyer en prison 45 jours. Non, mais j'étais concubine. Donc ils ont essayé pendant 5 jours. Ils m'ont mis vraiment comme dans les films. La lampe sur le visage en me disant, mais il a tout dit. Il a tout dit. Alors vas-y, dis-nous. Je disais, non, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas. Je ne sais rien. Effectivement, je prends. D'accord. Mais moi, je ne sais pas ce que fait Eduardo. Et je disais que des vérités. Enfin, bon, allez, je savais un petit peu, mais enfin, c'était pas l'Eduardo. Il pensait que c'était des tonnes, c'était pas l'Eduardo. D'ailleurs, le commissaire m'a dit, vous êtes incarcérés parce que vous êtes tous les deux toxicomanes, parce qu'ils n'ont rien trouvé chez moi, ni chez Eduardo, mais le fait d'avoir trouvé des petits paquets vides, déjà, c'était déjà un dealer. Alors ils avaient trouvé rien. 3-4 grammes, oui. D'accord. Et des fusibles, je crois. Des fusibles, en plus. Ah non, le coup des fusibles, c'est quand ils nous suivaient. Oui. Alors un soir, j'avais plus de lumière et je vais chercher des fusibles. Mais comme le monsieur tirait le rideau de fer, il m'a passé les fusibles en dessous. Et la police croyait que j'étais en train de faire un deal, je sais pas, avec un magasin. Enfin, c'est débile, quoi. Donc vous avez passé 41 jours horribles en prison, la prison des femmes. Ouais. Un cauchemar. Bon, le problème, c'est que je venais de perdre ma mère. Oui. Déjà, c'était un petit peu dur. Et j'arrive dans la cellule, la fille, elle m'insulte, elle me dit, j'arrive, ça faisait 3 mois qu'elle était là, je lui demande une cigarette, je n'avais pas fumé depuis une semaine. Et je lui demande une cigarette, bon, voilà, ça a été dur. Mais elle m'a aidé à écrire à un juge, le juge Biswang, et qui m'a vraiment aidé à sortir de là. Je suis restée presque 3 mois quand même. Et après, plus rien? Non. Vous étiez innocent? C'est incroyable. Ouais. Mais la prison, si vous voulez, j'ai fait... ils m'ont sorti une nuit, ils m'ont réveillé la nuit, ils m'ont dit pactage. Comme elle avait arrangé sa cellule un peu bien, ils m'avaient mis dans une cellule grise pour me montrer ce qu'était vraiment la prison. Et en fait, ils m'ont sorti de là où elle avait bien décoré et je me suis retrouvée toute seule dans une cellule grise. Mais après, il y a une femme enceinte qui est arrivée. Donc voilà. Mais moi, j'ai pas vécu la prison comme il y a des gens, ils passent 3 jours en prison, ils sont dévastés. C'était pas la prison d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça doit être terrible. Mais à l'époque, il y avait un mannequin. Moi, il y avait la fille qui était une terroriste, qui était là, une jeune terroriste. Et il y avait cette fameuse femme qui avait enfermé son gamin, qui avait grandi dans un placard. Et tout ça, vous avez eu envie de le raconter? Ça vous a libéré d'écrire ce livre? Oui, parce que c'est vrai que je vous en parle de la prison, je pourrais vous en parler pendant 2 heures, mais c'est vrai que ça marque, oui. Effectivement, ça marque. Et ce livre, une fois écrit, maintenant, vous êtes apaisé? Apaisé, je ne le serai jamais. Mais vous vivez une vie tranquille avec votre fille et votre petite Maintenant, fille. Je suis à Trouville. je mène une vie beaucoup plus tranquille. Voilà, en tout cas, tranquille, à part la sortie de ce livre qui vous demande beaucoup de rendez-vous. Oui, mais c'est bien, je suis ravie, c'est une deuxième vie, et voilà, il est là, il est né. Voilà, et on apprend beaucoup de choses sur vous, sur Claude François, et sur ces problèmes que vous avez vécus. Et c'est pour ça que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, qui ont connu ou non Claude François et qui l'aiment ou non, de lire J'y pense et enfin j'oublie, chez Robert Laffont de Carole Plumel. Ouais. Merci pour ces confidences et puis soyez heureuse. Merci à vous, Jacques. Merci beaucoup. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.